Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais vous le répéter encore aujourd'hui. La vie ne tient qu'à un fil. On pourrait croire, tel un jeune adulte encore en pleine crise d'adolescence, que nous sommes les rois du monde, forts et invincibles, mais il faut aussi savoir revenir sur Terre. Nous n'avons qu'une seule vie et malheureusement, elle peut parfois être fauchée en un claquement de doigts. Ce n'est donc pas toujours vrai quand certaines personnes disent que de toute façon, il ne peut rien arriver de grave. En fait, oui, il peut vraiment arriver des trucs graves, car le destin, hélas, nous joue parfois de bien vilains tours. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui en est d'ailleurs la preuve. Le verdict qui est tombé par la suite, tout frais sorti, nous prouvera tout à fait ce point de vue, car des choses impensables peuvent arriver à tout moment. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Pierre-Ny Saint-Amand. Nous sommes au petit matin du 8 février 2023. Il est 8h30 lorsqu'un drame horrible est sur le point de se produire. Commençons ainsi. Tout le monde le sait, les routines sont souvent la clé d'une vie familiale harmonieuse. Elles rassurent les enfants, apaisent les parents et permettent à tout le monde de mieux gérer le stress du quotidien. Parmi ces routines, certaines tâches doivent être faites la veille, surtout en semaine, pour que les matins se déroulent sans accroc. On parle ici de petites choses toutes simples, mais ô combien importantes, telles que vérifier ce que l'enfant devra amener à la garderie le lendemain, choisir ses vêtements, penser au bain du soir, au lunch à préparer et aussi au brossage de dents avant le dodo. Tout ça dans un seul but, gagner du temps et de la tranquillité le lendemain matin. Puis vient le réveil. Et là, tout s'enchaîne. Sortir doucement l'enfant du lit, lui préparer son petit déjeuner, l'aider à se laver les mains, le visage, se brosser les dents, le vêtir et faire une dernière vérification pour s'assurer que rien n'a été oublié avant de partir pour la garderie. Bref, on l'a compris, le métier de parent n'est pas de tout repos. Ce 8 février 2023 dernier ne fera donc pas exception. Pire, ce sera même la plus mauvaise des journées pour les parents, le personnel, ainsi que pour les enfants de la garderie éducative Sainte-Rose à Laval. Ces mêmes parents, dont la routine était pourtant bien rodée, se disaient chanceux d'avoir eu une aussi belle place en garderie pour leur enfant. Ils le savaient en sécurité et c'est tout ce qui comptait. De savoir que leur poupon était heureux à cet endroit les ravissait assurément au plus haut point. Alors, comme chaque matin, après un dernier câlin et une pluie de bisous, ils repartent le cœur léger en direction de leur journée de travail sans aucun doute bien remplie. Toutefois, ce matin-là en particulier, et avant même que le moteur de leur voiture n'ait eu le temps de refroidir dans le stationnement, leurs téléphones se mettent alors tous à sonner. Il s'agissait du service de garde. « Venez vite à la garderie, il se passe quelque chose de grave. » Et ensuite, tout bascule. Le cauchemar commence pour eux. C'est donc avec des images cauchemardesques plein la tête que ses parents se précipitent rapidement sur les lieux, dont certains déjà en état de choc. Maintenant, place à l'horreur. À leur arrivée, une vision d'horreur se présente alors devant eux. Il y a des voitures de police et des ambulances partout. Mais pas que. Un autobus est carrément encastré dans la garderie. En réalité, ces mêmes parents avaient aussi entendu à la radio, sur le chemin les menant au drame, qu'il y avait alors des enfants coincés sous cet autobus.
S'agissait-il du leur? Bien sûr, à ce moment-ci de l'histoire, personne n'était encore en mesure de répondre à cette question. Évidemment, une foule de curieux était déjà sur place. Certains pleuraient, d'autres criaient ou étaient carrément en panique. Comme si c'était le moment pour ça, des journalistes qui étaient arrivés rapidement sur les lieux tendaient leur micro à tous ceux qu'ils croisaient sur leur chemin. Il y avait même un hélico qui survolait la scène en attendant de pouvoir aider. Du pur chaos. L'investigation que les enquêteurs de la ville de Laval feront devrait éventuellement permettre de mieux comprendre les motifs de cet homme. Comme on peut s'en douter, le service de police qui arrivera rapidement sur place ne tardera pas à ériger un périmètre de sécurité autour du bâtiment. Cet établissement, qui aurait dû être des plus sécuritaires, était maintenant devenu une scène de crime. Que s'est-il passé exactement entre l'arrivée des enfants à la garderie tôt ce matin-là et l'arrivée des policiers après avoir reçu un appel d'urgence? Eh bien, comme on peut s'en douter, tout est allé très vite. Ce fameux matin-là, le bus, qui est conduit par Pierre-Ny Saint-Amand, est vide. La route est belle, tout se déroule tout à fait normalement. Mais ça ne durera malheureusement pas. En vrai, tout va déraper lors d'un ultime virage. En effet, car au bout du chemin se trouve la garderie éducative Sainte-Rose et malheureusement encore, le chauffeur ne freinera pas. Bref, il est environ 8h30 ce matin-là lorsque ce chauffeur de bus de la Société de transport de Laval va foncer directement dans la garderie avec son véhicule. Pour y arriver, cet homme de 51 ans, manifestement en crise, a quand même dû rouler jusqu'au rond-point se trouvant pas loin de la crèche pour ensuite bifurquer légèrement à droite vers le stationnement, au bout duquel se trouve l'établissement. La garderie se trouvait pourtant tout à l'écart, au bout d'un cul-de-sac. Immédiatement après, c'était le crash. Quelques secondes plus tard, alors que la moitié du véhicule se trouvait maintenant encastré à l'intérieur de la garderie, des témoins vont voir au loin le conducteur retirer ses bottes, ensuite son pantalon, ensuite ses sous-vêtements, et ensuite se frapper le visage tout en proférant des sons incompréhensibles et en faisant des gestes incohérents. Cet homme était carrément hystérique et maintenant entièrement nu. Mais ce n'est pas tout. Il aura fallu au moins 4 hommes pour arriver à le maîtriser. Mais désolé, je vais trop vite et je saute des étapes importantes à propos de ce drame. Donc, quelques secondes avant que le chauffeur de ce bus n'aille s'encastrer dans le mur de la garderie, un papa venait tout juste de se stationner pour y déposer son enfant pour la journée. C'est en enlevant la ceinture de sécurité de son fils que Mike Haddad, ce papa qui venait d'arriver, a tout d'abord vu, du coin de l'œil, l'autobus passer, pour ensuite le voir carrément foncer vers la garderie et carrément se jeter sur le bâtiment. Il va remarquer par le fait même qu'à ce moment-là, plusieurs enfants à l'intérieur regardaient par la fenêtre. Y avait-il des blessés, ou pire, des morts? Une chose est quasi sûre. Cet individu n'était pas en parfait contrôle de sa tête. Il était soit en profonde détresse ou alors en psychose. Personne n'était encore en mesure de trancher à ce propos pour le moment. Anyway, 2 témoins vont immédiatement tenter de maîtriser le conducteur de ce bus pour ensuite, bien sûr, rapidement venir en aide au tout petit coincé sous le véhicule. Je dis 2 témoins car, entre-temps, André Baudouin, un autre papa arrivé quelques secondes après Mike Haddad, tentait maintenant lui aussi de maîtriser le chauffeur d'autobus et de venir en aide aux 3 enfants se trouvant en dessous. En réalité, le premier des 2 héros à arriver à hauteur du chauffeur était Mike Haddad. Il s'est aussitôt précipité pour vérifier si le conducteur était correct. Il lui a alors crié « Recule l'autobus! Recule l'autobus! » Pierre-Ny Saint-Amand va complètement l'ignorer. Il va plutôt se lever debout, se tourner vers les 2 hommes à côté de lui
et commencé à retirer son pantalon et à hurler. Certains affirmeront même plus tard qu'il avait l'air complètement hystérique. Sans doute à cause de la position du bus, il n'arrivait apparemment pas à sortir. Il semblait coincé à l'intérieur. Mike tentera de l'aider comme il peut en ouvrant la porte encore plus grande, mais vu l'état d'esprit de l'homme fautif qui était devant lui, il dira à la presse plus tard que malgré tout, il avait fait ce qu'il avait pu. De toute façon, l'important est qu'il soit tout de même arrivé à le maîtriser avec l'aide de l'autre papa et aussi de quelques voisins arrivés entre-temps avant l'arrivée des policiers. Mais l'horreur ne s'arrêtait malheureusement pas là, car des enfants étaient toujours coincés sous le bus. Après la collision et la tentative de raisonner ce chauffeur de la STL, nos deux héros, toujours avec l'aide d'autres témoins, vont maintenant tenter de les sortir de là. Cependant, cette partie de l'histoire est très peu documentée. Tout ce que l'on sait en fait est qu'un des papas aurait crié à un des enfants coincés sous le bus qu'il allait l'aider en lui disant de ne pas s'inquiéter. Ils mettront pas moins de 20 minutes pour y arriver. Ouf! D'ailleurs, André Beaudoin, le deuxième papa arrivé sur les lieux, racontera plus tard au premier ministre François Legault que ça avait été les 15-20 minutes les plus intenses de toute sa vie. On n'a vraiment aucune difficulté à le croire. D'ailleurs, ce petit qu'ils ont pu délivrer a été très chanceux ce matin-là, malgré quelques séquelles qu'il en gardera par la suite. Ce jeune garçon aurait raconté à son papa, après les faits, qu'à ce moment-là, il aurait voulu s'endormir, mais qu'il avait résisté. Quel courage! À vrai dire, ce serait l'un des parents qui aurait aperçu ses petits yeux ouverts en regardant sous le bus. Les papas auraient ainsi pu réussir à le localiser et le dégager du dessous de l'autobus à temps. Sans trop entrer dans les détails, ce papa a mentionné plus tard que son garçon, âgé de 4 ans et demi au moment du drame, gardait toujours des cicatrices de cette matinée d'horreur. Écoutons maintenant un extrait d'une entrevue qu'a passée la première équipe des pompiers arrivés sur les lieux. Il s'ouvrait à une journaliste pour lui parler de ses enfants qu'ils ont dû récupérer sous le bus. En vrai, il venait tout juste d'arriver sur les lieux à la suite du sauvetage du petit garçon dont les papas venaient de réussir à sortir à temps d'en dessous de l'autocar. Quand on est arrivé, il y avait une victime qui criait, qui pleurait. Elle a été sortie des décombres. Par la suite, on est retourné voir sous l'autobus, mais moi, je cherchais des cris. Il n'y en avait pas. Sous l'autobus, c'était terminé. Vincent Mercier, chef de division intervention. Mon rôle était la gestion de l'intervention à l'intérieur de la garderie. Je n'avais jamais vécu une situation comme ça. Je ne contrôle pas ce qui s'est passé avant, mais on essaie de contrôler à notre arrivée, là, de structurer le chaos. Il faut s'assurer finalement qu'il n'y ait pas de blessés supplémentaires. Et là, je me souviens de David qui était en dessous de l'autobus. Ça m'inquiétait beaucoup parce que l'autobus était installé sur une dalle de béton, ce qui faisait que l'axe de pivot permettait à l'autobus de descendre. Donc, on ne savait pas s'il y avait un affaissement de la structure, si l'autobus n'allait pas descendre sur nos intervenants. On rentre, on est une équipe. Donc, je fais confiance. Moi, j'étais allé sous l'autobus, j'avais pas peur. Je sais que le chef Mercier il avait donné des tâches à d'autres pompiers de me surveiller avec la stabilisation du véhicule. L'intervention est un peu plus stabilisée. Il manque-tu des enfants? On ne pouvait pas le savoir. Dans ce chaos-là, le board sur lequel les enfants étaient inscrits, il était probablement en dessous de l'autobus. Donc, c'était difficile de savoir. La finalité, c'est quand on a réussi à enlever à faire reculer l'autobus, que là, on a pu constater à 100% qu'il y avait plus Il y avait 2 victimes sous l'autobus? Il y en avait 3, une vivante, 2 décédés. Ce drame impensable amènera donc 8 enfants en ambulance, dont 2 d'entre eux malheureusement décédés. My God, je trouve ça tellement effrayant. Après avoir entendu la collision, une voisine qui n'habite pas très loin s'était immédiatement précipitée dehors pour voir ce qu'il se passait et dira plus tard à la presse. Quand mon conjoint est arrivé sur les lieux, des messieurs venaient de maîtriser le chauffeur qui était maintenant par terre et j'ai vu que les policiers le traînaient jusqu'à la voiture. Elle dira aussi que des enfants étaient regroupés à l'arrière de la garderie et que ça pleurait, ça criait
et que c'était la folie à l'intérieur. Tout le monde était hystérique. D'autres personnes responsables, aidées cette fois de policiers, prendront ensuite les choses en main. Ils transporteront en autobus une vingtaine d'enfants de la garderie jusqu'à l'école primaire du parc, située pas loin. Cet endroit deviendra alors le point de rassemblement pour les policiers et les parents. C'est là qu'une maman venue chercher ses enfants dira « On se prépare à expliquer l'accident à nos enfants dans des mots qu'ils vont comprendre. » Bon courage! C'est aussi là qu'on connaîtra un peu plus de détails à propos du drame qui venait de se jouer. Des témoins raconteront que le chauffeur de ce bus s'était montré très agressif après avoir commis l'acte. Ils verront aussi les policiers le traîner jusqu'à leur voiture et ne manqueront pas de remarquer la rage qu'il avait dans ses yeux. Une des personnes qui avait assisté à son arrestation dira d'ailleurs que cet accusé n'était juste plus là. Tandis qu'un autre qui avait aidé à le maîtriser avant l'arrivée des policiers dira que tout était allé tellement vite. Quand ce dernier est entré dans la garderie pour aider, Nid Saint-Amand était déjà par terre, recroquevillé et flambant nu. D'ailleurs, dans la même veine, un autre voisin de la garderie qui avait apporté son aide lui aussi estimait que le geste du chauffeur était intentionnel. Il avait aussi déclaré, et je le cite, « Il a ouvert la porte et il a enlevé ses vêtements. On n'a pas compris pourquoi il a fait ça. On a plongé sur lui, il n'arrêtait pas de crier. On l'a frappé pour le maîtriser et on l'a mis par terre. Puis, on a attendu les policiers qui sont venus lui mettre les menottes. » Un des voisins le plus proche de la garderie racontera d'ailleurs sa version de l'événement à Benoît Dutrisac, dont voici d'ailleurs un extrait. Vous avez, votre femme entend l'autobus foncer dans la garderie. Vous sortez. Alors, qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez sur les lieux? Alors, dès que j'ai sorti, directement, j'ai trouvé l'autobus qui est rentré carrément dans la garderie. Donc, le premier réflexe que j'ai vu, j'ai appelé le 911. Par la suite, j'ai rentré. Lorsque j'ai rentré, j'ai trouvé un mec, un brave type réellement, qui essayait de maîtriser le chauffeur. Que je ne sais pas pour quelle raison le chauffeur a retiré ses vêtements, il a retiré son pantalon et son caleçon, il a été tout nu. Donc on a plongé sur lui pour essayer de le maîtriser, de le mettre par terre. Par la suite, il y en a 2 autres personnes qui sont venues pour nous aider. Entre-temps, on a essayé de voir en dessous du débris, est-ce qu'il y en a des enfants. On a réussi à faire sortir un qui n'était pas gravement blessé, il était conscient carrément, il pleurait bien sûr. Et entre-temps, des policiers sont intervenus pour voir qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, j'ai entendu un bruit d'une fille qui souffrait et on n'était pas capable réellement de voir qu'est-ce qui se passe parce que le plafond, déjà, il a commencé à tomber. Donc ici, les pompiers nous ont demandé de quitter les lieux parce que ça devient un peu dangereux. Ça devient dangereux, hein? Eh oui, parce que le plafond, il a commencé à tomber par terre, c'est ça. Ah oui. C'est délicat, hein, comme entrevue, M. Benchaban. C'est trop délicat et il y avait des enfants qui étaient coincés? Il y avait des enfants qui étaient coincés, moi oui. Les autres enfants, on était dans une autre salle en sécurité avec les enseignants de la garderie. Mais il y avait des enfants qui ont été coincés. Comme je l'ai dit, on a réussi à sortir un. Et j'ai entendu la voix d'une autre, mais on n'était pas capable même pas de la voir parce qu'il y en a trop de débris en dessous d'elle. Ah boy. Je pense qu'elle était... Je suis presque sûr qu'elle était coincée en dessous du bus carrément. Incroyable. Ce chauffeur, M. Benchaban, qu'est-ce qu'il disait? Dans quel état d'esprit était-il? Réellement, il était dans un autre monde. Il n'arrête pas de crier, mais on n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que le premier réflexe qu'il a fait, c'est qu'il a retiré ses vêtements en bas, le pantalon et le caleçon. Donc on a essayé de le mettre par terre pour le maîtriser, pour le bloquer. C'était un peu dur. On était 4 personnes ou bien 5 personnes. Ah oui. C'était un peu dur de le maîtriser jusqu'à ce que réellement la police est venue. Je lui ai demandé si c'est possible de mettre les menottes parce qu'on n'arrive plus à le maîtriser. Il criait,
Je sais pas qu'est-ce qu'il dit réellement. Il dit pas grand-chose. Il criait. C'est ça. Il était dans un autre monde. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Le lendemain du drame, un journaliste posera sensiblement les mêmes questions à M. Haddad, dont celle de savoir comment ce héros allait 24 heures après les faits. Ce père de famille va lui répondre que ce n'était pas important, en ajoutant que le plus important était surtout de savoir comment se sentaient les parents dont les enfants venaient de décéder. Il ajoutera « Moi, je vais survivre. Mes enfants vont survivre. J'espère que ceux qui sont à l'hôpital vont bien aller. C'est ça l'important. » Il conclura son entretien en ajoutant néanmoins qu'il avait toujours dans la tête, tel un verre d'oreille, la voix d'un des enfants qu'il n'avait pas pu sauver à temps. J'ai l'impression que ça va même le hanter longtemps. D'ailleurs, au lendemain de cette tragédie, il portait encore sur les mains les marques du combat qu'il avait livré la veille avec le chauffeur. Plusieurs heures après le drame, les autorités ne connaissaient toujours pas le lien entre le suspect et la garderie et ne savaient toujours pas non plus ce qui avait poussé cet homme à poser un tel geste. Évidemment, son passé sera rapidement vérifié et à la suite de cette vérification, il sera dévoilé que cet homme n'avait aucun historique de problèmes de santé mentale et son nom n'apparaissait sur aucune liste d'attente pour recevoir de l'aide à ce propos. De plus en plus mystérieux. Tout ce qu'ils ont réussi à connaître à ce moment-ci de l'histoire était l'horaire de la Société de transport de la ville de Laval, vu que Ni Saint-Amand y travaillait. Ils étaient donc en mesure de connaître le circuit d'autobus qu'il aurait pu emprunter ce matin-là et qui passait justement à proximité de cette crèche. Pour atteindre cette garderie, le suspect a quand même dû traverser un long stationnement au bout duquel se trouvait le service de garde. Acte délibéré? On ne le sait toujours pas. Pourtant, comme on le verra plus tard, il n'y avait aucun lien entre la garderie et l'accusé, en plus du fait que ce dernier n'avait pas choisi son affectation ce matin-là. Le trajet lui avait plutôt été attribué par la Société de transport de Laval. Malgré les maigres informations recueillies sur la scène du crime, une bonne nouvelle se présentait enfin. Il y avait au moins une caméra dans l'autobus qui avait filmé toute la scène. Les policiers vont immédiatement demander un mandat afin d'obtenir le droit de visionner cette vidéo. Pendant ce temps, en soirée, des tonnes de peluches et de bouquets de fleurs s'accumulaient sur les lieux du drame, en mémoire aux petites victimes. Il y aura aussi un rassemblement des citoyens du quartier Sainte-Rose sur le parvis de l'église afin d'y allumer des bougies, en plus du drapeau de l'Hôtel de Ville de Laval qui était alors en berne, et c'est sans oublier celui du Québec de la tour centrale de l'Assemblée nationale qui sera également en berne toute la journée du lendemain. Comme on s'en rend compte, ce drame a déclenché une vague de soutien partout au pays. Il y aura même le premier ministre Justin Trudeau qui viendra déclarer que tous les Canadiens étaient maintenant en deuil et promettra aux citoyens que le gouvernement allait faire tout ce qu'il pouvait pour soutenir les familles dans leur malheur. Lors de son passage sur les lieux du drame, il a d'ailleurs souligné le travail extraordinaire des premiers répondants et surtout celui des gens sur place qui ont agi en héros. L'arrestation. Pierre-Ni Saint-Amand, cet homme apparemment malade psychologiquement, sans antécédents criminels, sera accusé de 2 meurtres au premier degré de Jacob Gauthier, 4 ans, et de Maëva David, 5 ans, ainsi que de 9 autres chefs d'accusation, dont tentative de meurtre et de voies de fait graves causant des blessures sur plusieurs enfants. Lorsqu'il a enfin été maîtrisé par les policiers, il a évidemment été transporté et hospitalisé à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, avec une surveillance policière dans sa chambre avec lui, pour ne pas qu'il prenne la fuite. Selon un des policiers qui était là, il avait plutôt le regard vide, sans aucune émotion. Lors de son arrestation, il était recroquevillé au sol et n'a pas résisté à sa capture. L'accusé comparaissait déjà par visioconférence au palais de justice de Laval vers 17h cette journée-là.
Il était allongé dans un lit d'hôpital et est resté complètement silencieux pendant la quasi-totalité de sa comparution. Pourtant, quelque temps avant, il avait répondu aux questions des autorités pendant au moins 2 heures. Sa comparution, qui aura lieu plus tard, se fera directement à l'hôpital et il sera aussi rencontré en personne par les enquêteurs au courant de la journée du lendemain. Sans doute le temps qu'il se calme. Cependant, soi-disant fâché, Ni Saint-Amand aurait eu la mauvaise idée de s'en prendre à un agent de police qui était dans sa chambre, justement pour le surveiller. Selon cet agent, ce patient était très agité, montrait beaucoup de signes d'agressivité et venait de se faire refuser qu'on lui redonne son cellulaire. En raison de sa dangerosité, une demande de transfert dans une aile psychiatrique sera demandée par le médecin de l'hôpital. Maudite bonne idée. Mais cette demande sera rejetée alors que l'état de cet homme passait d'un extrême à l'autre, soit du rire incontrôlé à la colère et à la violence, en passant par des états quasi catatoniques. Plus tard, lorsque son état le permettra, il sera plutôt transféré dans un établissement carcéral pour la suite des procédures judiciaires, mais selon une source anonyme, l'accusé serait plutôt détenu à l'infirmerie de Bordeaux, probablement dans une cellule d'isolement, pour ne pas être mêlé aux autres personnes. Ce qui ferait plus de sens. D'après certains de ses voisins, cet homme, qui venait de commettre l'impensable, n'avait pourtant pas le profil d'un homme troublé et ses motivations demeuraient encore et toujours nébuleuses à ce moment-ci de l'histoire. Mais qui est-il vraiment? Ce questionnement tombe à point, car quelques heures après le drame, des enquêteurs sont justement partis en chasse d'informations en allant tout d'abord visiter les voisins et amis de Ni Saint-Amand. C'est donc à ce moment-là que nous en apprendrons enfin un peu plus à son sujet. Apparemment, l'enfance de cet accusé aurait été marquée par plusieurs traumatismes. Voyons ça de plus près. Son histoire. Pierre-Ni Saint-Amand, âgé de 51 ans au moment de son arrestation, est un enfant adopté. Ce serait vraisemblablement à cause de la guerre au Cambodge qu'il aurait été séparé très tôt de sa famille biologique. En effet, car selon des documents qui seront déposés plus tard au tribunal, Ni Saint-Amand serait effectivement né au Cambodge en 1972, peu avant l'instauration d'un régime brutal par les Khmers rouges, responsable de la mort de 1,7 million de personnes. Quand même. La rumeur raconte que son père aurait été kidnappé et abattu par les Khmers rouges, mais qu'il aurait été, avant ça, enfermé durant une longue période avant sa mort. Il semblerait en fait que toute la grande famille au complet ait été kidnappée avec lui. Pour ce qui est de sa maman, elle serait décédée de la dysenterie moins d'1 mois avant l'assassinat de son père dans un des camps de réfugiés. Il s'agit d'une forme sévère de diarrhée qui provoque une inflammation de l'intestin. Elle est souvent causée par des infections bactériennes ou parasitaires et peut être due à différentes causes telles que des infections virales, des intoxications alimentaires ou des troubles digestifs. Voilà. Comme son fils sera lui aussi enlevé, ils vivront tous par la suite dans 3 camps de réfugiés différents durant leur captivité. Cette histoire d'horreur que vivait la famille de Pierre-Ni lui fera tout de même perdre ses parents, ses 2 sœurs et son cousin. Le décès du père et de la mère de Pierre forcera alors son cousin et sa femme à le prendre en charge et ils seront ensuite forcés de quitter le pays à pied, dans les champs de mines et sous les bombardements. Mais il y a plus encore. Durant cette difficile période de sa vie, en plus d'être transféré dans différents camps de réfugiés, le petit Pierre-Ni, maintenant sous la tutelle de la femme de son cousin, subira de la maltraitance. Il sera agressé physiquement par cette dernière, en plus d'être régulièrement pendu par les pieds plusieurs fois et battu. Quelle horreur! Cet enfant va également perdre une partie de sa mémoire jusqu'à ignorer son véritable nom de famille ou bien encore sa véritable date de naissance.
son martyre cessera enfin aux alentours du mois de février 1982, lorsque l'organisme d'aide internationale Children's Center du camp de réfugiés où il se trouvait l'enlèvera de la tutelle de cette femme qui le martyrisait et il sera ensuite adopté par une famille québécoise qui lui donnera leur nom. Et justement à ce propos, tout ce que se rappelait cet enfant qui venait d'être enfin libéré était le mot « ni » qui se trouvait alors dans son nom. Ses parents adoptifs lui donneront ensuite le prénom de Pierre, en y ajoutant le seul mot dont il se rappelait de son passé. Une belle attention de leur part quand même. Tout ça est assez flou, je l'avoue, et peu d'informations sont sorties à ce sujet, mais bon, on connaît quand même la suite, soit que Pierre-Ny Saint-Amand venait d'être adopté par une famille québécoise. C'est donc en 1983 que cet orphelin, âgé d'environ 10 ans, arrivera au Canada après avoir été adopté par une famille aimante et débarquera dans la ville de Sept-Îles. Son nouveau papa était gestionnaire au cégep de Sept-Îles et sa nouvelle maman travaillait plutôt dans une polyvalente située tout près de chez eux. Malgré des parents adoptifs aimants, natifs du Nouveau-Brunswick et ayant longtemps vécu à Sept-Îles, ce Cambodgien d'origine et orphelin aura tout de même une enfance difficile, parsemée d'embûches. Mais heureusement pour lui, il aura la chance que le directeur du service des affaires étudiantes du Collège Montmorency le prenne plus tard sous son aile lorsqu'il arrivera à Montréal pour ses études. En vrai, ce directeur était un ami de la famille. Pierre-Ny Saint-Amand, alors étudiant au Collège Montmorency à Laval, était malheureusement quand même victime d'intimidation, constamment rejeté par les autres. Vers la fin de ses études, les choses s'étaient calmées un peu côté intimidation et il s'est beaucoup impliqué par la suite avec l'association des diplômés de son collège. Il semblait enfin s'intégrer et s'investir. Il était présent et ne ratait aucune réunion. Au moment des faits, ce conducteur de bus était un employé de la Société de transport de Laval depuis une dizaine d'années déjà et avait la réputation d'être un homme calme et discret. Dans l'intervalle, il avait fait la rencontre de sa future conjointe avec qui il sera en couple pendant 10 ans. L'histoire ne dit cependant pas s'ils sont restés ou non en couple à la suite du drame. Ils devaient d'ailleurs se marier 1 mois plus tard, mais bien sûr, le mariage sera annulé à la suite de l'arrestation du futur marié. Ils avaient alors 2 enfants ensemble. Un de leurs bons amis dira qu'il ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé dans la tête de ce dernier, ce matin fatidique. Toujours selon ce même ami, ils formaient un couple uni, malgré le fait qu'ils montraient rarement de signes d'affection entre eux en public. Leur couple allait tout de même très bien. Les 2 travaillaient, avaient un toit sur la tête depuis 5 ans, tout près du lieu de la tragédie d'ailleurs, une voiture pour se déplacer, des enfants en santé et scolarisés. Mieux encore, tout allait bien aussi côté financier et le couple n'avait non plus aucun problème de violence conjugale ou bien de chicane entre eux, ce qui est quand même rare de nos jours. Ils semblaient tout à fait amoureux l'un de l'autre et heureux. Bref, à la connaissance de tous leurs amis, Pierre-Ny Saint-Amand n'aurait jamais éprouvé de santé de Pierre-Ny Saint-Amand n'aurait jamais éprouvé de problème de santé mentale. Psychose passagère? On ne sait toujours pas encore. Pour ce qui est des collègues de travail de l'accusé, ils se posaient autant de questions depuis la tragédie. Pour eux, Ny Saint-Amand restait un chic type, quelqu'un de gentil avec 0 problème. Il n'y avait absolument rien qui leur laissait croire qu'il aurait pu commettre ce geste. Cet homme, sans antécédent judiciaire à son dossier et complètement inconnu des policiers jusqu'à ce jour, était, selon ses nombreux voisins, avant le drame en tout cas, un homme super tranquille. D'ailleurs, certains d'entre eux qui seront interrogés par les enquêteurs diront que Ny Saint-Amand et sa conjointe avaient pourtant une relation de bon voisinage. D'autres iront de simples déclarations telles que « c'est impossible que ce soit lui » ou bien « comment ça a pu arriver? C'est un homme calme, gentil,
qui fait ses affaires et qui parle à tout le monde. Je n'arrive toujours pas à le croire. Tandis qu'une autre de ses voisines se demandait plutôt comment une personne avec des enfants avait pu faire ça. Mais aussi comment ce voisin qu'elle connaissait bien avait pu devenir fou en une seconde. Les commentaires ne lâchaient pas non plus sur les réseaux sociaux. Des témoignages similaires vont donc s'accumuler du même style, dont un en particulier qui connaissait bien l'accusé, et je vous le cite. « Je connais très bien la famille Saint-Amand et je ne peux pas croire qu'ils vivent un tel drame. Une famille aimante qui a toujours eu à cœur l'intérêt de ses enfants. Je n'excuse aucunement le geste posé par l'individu et je pense aux parents des enfants dont la vie leur a été enlevée. Soyez forts, la famille Saint-Amand. Vous ne méritiez pas pareille catastrophe. » Un autre écrira plus tôt. Pierre Ny était un garçon qui aimait jouer au badminton, qui était un peu timide, qui était rieur, qui avait des parents adoptifs qui l'aimaient. Aujourd'hui, je me demande comment ce bel être humain que j'ai connu a pu devenir, dans un moment de détresse, un tueur d'enfants. Bref, le mot « incompréhension » résumerait très bien tous ces témoignages qui furent écrits ou dits de la part de proches, d'amis, de voisins et même par de purs inconnus pour qui ce malheur faisait frissonner d'effroi. Pour qui ce malheur faisait frissonner d'effroi. Une des collègues de travail proche de Ny Saint-Amand est même venue se recueillir devant la montagne de peluches, de mots d'encouragement, de fleurs et de chandelles qui commençaient d'ailleurs à bien s'accumuler autour de la scène de crime. Les joues mouillées par l'émotion, elle dira, et je la cite, « J'ai fait son circuit d'autobus ces derniers jours. J'ai essayé d'imaginer ce qui avait pu lui passer par la tête. Ça ne se peut pas que ce soit Pierre qui ait fait ça. C'est impossible. Jamais lui. Il s'est passé quelque chose dans sa tête, c'est sûr. » Elle affirmera, en finissant, que tous ses collègues étaient eux aussi sous le choc. 3 jours viennent de passer et bien que les procédures avancent, les enquêteurs sont malheureusement toujours dans le néant en ce qui concerne les motivations réelles qui ont mené à ce drame. Ils n'ont pas non plus trouvé de lien entre le conducteur du bus et la garderie. Rien ne leur indiquait non plus que cet homme aurait pu avoir les facultés affaiblies par l'alcool ou par toute autre substance lorsqu'il est passé à l'acte. À la demande de l'avocat de l'accusé, qui était d'ailleurs persuadé que l'état mental de son client ne lui permettait pas de subir son procès, une évaluation psychiatrique sera demandée par un juge de la Cour du Québec. Au cours de la dernière semaine qui venait de passer, cet avocat avait dit au magistrat avoir noté plusieurs changements soudains dans l'attitude de son client. Il lui a dit, et je le cite, « Dépendamment des journées où je le rencontre, comme hier par exemple, j'ai eu une rencontre avec lui au-delà d'1 heure et demie. À ce moment-là, j'ai jugé que monsieur était présent, capable de subir son procès, alors qu'aujourd'hui, ce matin, comme vous voyez, je ne suis pas en mesure d'entrer en contact avec lui, d'obtenir de réponse de sa part, monsieur le juge. Il est comme ça depuis ce matin. » Lors de cette comparution, cet homme malade, cheveux poivre et sel et lunettes au visage, s'est installé dans le box des accusés, soutenu par 2 agents correctionnels. L'air complètement égaré, les cheveux dressés sur la tête, il s'y est rendu péniblement, les yeux fermés, pieds et mains liés, en se laissant guider par les gardiens qui le soutenaient. Comme s'il avait complètement perdu tout contact avec la réalité. Son avocat avait d'ailleurs expliqué au magistrat avoir été incapable d'obtenir une réponse de son client. Il faut savoir que pour être jugé apte à comparaître, une personne inculpée doit comprendre les accusations qui sont portées contre elle, savoir où elle se trouve et être au moins capable de communiquer avec son avocat. Il sera finalement décidé que Ny Saint-Amand doivent passer son évaluation psychiatrique dans un délai de 5 jours. 1 semaine plus tard, et malgré le silence complet de l'accusé, il fut conclu, durant une brève audience qui se tenait au Palais de justice de Laval, que Pierre Ny Saint-Amand était apte à comparaître. Donc, maintenant en mesure de comprendre le processus judiciaire.
Maintenant, une nouvelle évaluation sera demandée par l'avocat de la défense, mais cette fois dans le but de déterminer sa responsabilité criminelle au moment du crime. Précisons ici qu'une telle demande est habituelle lorsqu'on suspecte un accusé de souffrir d'un problème de santé mentale. Ce nouveau rapport sera effectué par un psychiatre de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel et sera éventuellement présenté en cours. Une fois terminé, ce rapport sera finalement mis sous scellé et deviendra confidentiel jusqu'au procès. Enquête préliminaire. Lorsque l'enquête préliminaire aura enfin lieu, Pierre-Ny Saint-Amand, maintenant toujours détenu à l'Institut Pinel, assistera à l'audience par visioconférence. La Couronne présentera des témoins civils, dont plusieurs personnes ayant assisté au drame bien malgré elle, mais aussi la conjointe de l'accusé, qui a d'ailleurs dû avoir recours au service d'un interprète durant son témoignage, mais aussi 2 psychiatres ainsi qu'un enquêteur qui viendront tous également témoigner. La Couronne déposera alors, à ce moment-là, des preuves photos et vidéos. Il ne faut pas oublier qu'une enquête préliminaire est une étape visant à déterminer si l'ensemble de la preuve est suffisant pour tenir un procès. La défense ne présentera, quant à elle, aucun témoin. Cependant, maître Julien L'Espérance-Hudon espérait sincèrement que son client n'ait pas à subir de procès. Pour lui, il était clair que Ny Saint-Amand était en psychose lors de l'événement. Nous en saurons plus lorsque l'enveloppe à propos de l'évaluation psychiatrique de cet accusé ne sera plus sous scellé. Maître L'Espérance demandera que son client ne soit pas menotté durant cette enquête pour lui permettre de prendre des notes plus aisément. Toutefois, il lui sera mentionné que cette procédure n'était pas permise puisque cet accusé avait eu des comportements imprévisibles dans le passé. Il demeurera donc menotté, mais au moins avec un dispositif lui permettant d'écrire. Il s'agit en fait d'un type de menotte qui laisse une amplitude de mouvement suffisante pour l'écriture. Ensuite, tout au long de la journée, Pierre-Ny Saint-Amand va effectivement prendre des notes, l'air complètement absent. Au bout de 4 jours d'audience, le juge rendra sa décision. Il était arrivé à la conclusion qu'il y avait suffisamment de preuves pour que cet accusé puisse y subir son procès. Ny Saint-Amand devra donc se rendre à cette audience sous les chefs d'accusation de meurtre prémédité, de tentative de meurtre et de voies de fait grave. Après 2 ans d'attente, ce procès qui commence... Après 2 ans d'attente, ce procès Après 2 ans d'attente, ce procès qui commencera enfin devrait durer 5 semaines. Le procès. 2 bambins décédés et 6 autres blessés. Des témoins qui tentent de maîtriser le chauffeur. Des enfants qui hurlent. Des adultes impuissants qui pleurent. C'est ce que verront les personnes qui assisteront à ce procès, car des images sortant carrément d'une scène de désolation seront projetées pour la première fois à l'écran grâce à la caméra qui se trouvait dans l'autocar. Bien qu'il reconnaisse avoir tué 2 personnes, Pierre-Ny Saint-Amand va plaider non coupable. Malgré toutes ces différentes émotions qui seront ressenties, ce procès ne sera finalement qu'une formalité. En effet, car si j'ai bien compris, le procureur de la Couronne avait reçu, entre-temps, les 2 rapports d'évaluation psychiatrique qui avaient été faits et qui spécifiaient bien que cet accusé était indéniablement en psychose lors du drame. Toutefois, ce revirement de situation de taille modifiera également les chefs d'accusation qui pesaient contre l'accusé. Ces chefs seront réduits à ceux de meurtre au second degré. Dans les faits, cette modification signifie que Pierre-Ny Saint-Amand n'aura pas vraiment de procès et il n'ira pas non plus en prison pour les gestes qu'il a posés. Évidemment, ce revirement sera accueilli avec incompréhension par les parents concernés. La Couronne et la défense présenteront alors, 2 ans après les faits, une preuve visant à faire déclarer cet accusé non criminellement responsable.
On se rappelle que plusieurs expertises avaient été demandées depuis son arrestation. La bonne nouvelle est que ces 2 experts en arriveront à la même conclusion. Malgré qu'on ignore toujours ce qui aurait motivé Pierre-Ny Saint-Amand à commettre ce geste, on peut tout de même dire qu'il n'était pas en mesure de discerner le bien du mal ce jour-là en raison de problèmes de santé mentale. Piètre consolation cependant, et toujours dans l'éventualité que le juge choisisse effectivement de le trouver non criminellement responsable, la Couronne pourrait demander qu'il soit tout de même déclaré accusé à haut risque, ce qui restreindrait donc ses sorties de l'hôpital. Instaurée en 2014 dans la foulée de l'affaire Guy Turcotte, cette désignation est principalement réservée aux délinquants déclarés non criminellement responsables qui sont à haut risque de récidive violente. Elle permet justement de restreindre considérablement leurs possibilités de sortie à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique. Un accusé ainsi désigné doit retourner devant la Cour supérieure pour qu'on lui retire ce statut. Il faut aussi savoir qu'un peu avant le début du procès, les parents des 2 petites victimes avaient été convoqués à une réunion avec les procureurs. C'est là qu'ils ont alors appris que cet homme qui avait tué leur enfant pourrait possiblement être jugé non criminellement responsable des actes horribles qu'il a posés. Pourtant, depuis le jour 1, ses parents en deuil s'étaient fait dire qu'il y aurait bel et bien un procès devant jury. Ce verdict à venir ne plaira pas du tout aux familles endeuillées. La mère de la petite Maëva aurait pourtant voulu avoir des réponses détaillées aux 1000 questions qu'elle se posait et qu'elle se pose toujours d'ailleurs depuis la tragédie. Elle dira que ces questionnements resteront toujours en suspens pour elle, car elle n'a pas eu le processus qu'elle aurait aimé avoir. On se souvient qu'un mandat avait été demandé pour le visionnement d'une vidéo qui se trouvait alors dans le bus au moment des faits. Eh bien, cette vidéo faisait maintenant l'objet d'un débat durant ce procès concernant sa publication. Effectivement, car sur cet enregistrement, l'accusé est tout de même à moitié nu dans la garderie. Les médias auraient aimé la visionner et aussi pouvoir en diffuser des extraits, mais les avocats, que ce soit de la Couronne ou bien de la défense, s'y opposaient fortement et avec raison. D'ailleurs, à ce propos, l'avocat de la défense va expliquer, et je le cite, « On voit le bas de son corps nu et on le voit faire certains gestes. Monsieur était en psychose. Montrer les images d'un individu en psychose à moitié nu touche à sa dignité humaine. Ce n'est pas faux. » Malheureusement, les détails de cette scène d'horreur seront finalement présentés en vidéo lors du procès et secourront grandement les gens du public présents sur place. Durant cette présentation, alors que plusieurs dans la salle sanglotaient, Ny Saint-Amand est plutôt resté impassible, regardant la séquence filmée sans réelle émotion. Ces images qui seront présentées démontreront assez clairement que la pédale de frein n'avait en aucun moment été activée. Les images qui ont filmé l'intérieur du bus ce matin-là indiqueront que ce conducteur avait commencé sa journée de travail de façon habituelle. Alors que l'autobus se vide au fil de son parcours, l'accusé poursuit sa route jusqu'aux abords de la garderie. Mais une fois en ligne droite dans le stationnement, il va alors accélérer en direction de la façade ouest de l'immeuble qu'il va ensuite percuter à 27 km/h. Viendront ensuite à la barre les différents spécialistes s'étant occupés de son cas. Ils viendront tour à tour exposer leurs impressions et constatations. Il sera alors mentionné que cet homme, sans aucun doute en plein épisode psychotique, était toujours en plein délire peu après son arrivée à l'hôpital. À vrai dire, dans les jours qui suivront son arrivée au centre hospitalier, Ny Saint-Amand présentera encore des signes importants de psychose, mais aussi que les propos qu'il tenait étaient toujours aussi incohérents. Il hallucinait que des graffitis lui parlaient sur les murs de sa chambre et affirmait qu'une entité aurait pris son corps pour créer cet incident. Mais ce n'est pas tout. Cet homme malade était persuadé que l'âme des 2 enfants qu'il venait d'écraser l'appelait et il croyait maintenant pouvoir aider ces 2 jeunes victimes décédées à entrer en contact avec leurs parents. Ça n'allait pas du tout. En gros, il prétendait vouloir rééquilibrer le yin et le yang et être investi d'une mission divine. Misère.
Il disait aussi avoir des stigmates visibles sur son corps. Pierre-Ny Saint-Amand restera tout de même en psychose une dizaine de jours. Plus tard, lorsqu'il sera transféré à l'Institut Pinel, il va inonder sa cellule. Désorganisé et agité, il raconte avoir fabriqué un bateau pour des choses magiques. Quelques semaines plus tard, il affirmera n'avoir aucun souvenir de sa mésaventure à la garderie. Comment cet événement a bien pu se produire? C'est ce que plusieurs vont maintenant tenter de comprendre. Le passé de l'accusé sera donc à nouveau épluché. Selon un des spécialistes à se présenter à la barre, il s'agissait peut-être du fait que Ny Saint-Amand était un exilé cambodgien et qu'il avait vécu une partie de son enfance dans un camp de réfugiés. La preuve démontrera qu'il était avant tout un survivant du régime sanguinaire des Khmers rouges. Cet orphelin aura quand même dû fuir sous les bombes et les tirs, en vivant quotidiennement de la violence, de la faim et de l'abandon. D'ailleurs, on se souvient que lorsqu'il est arrivé au Québec avec ses nouveaux parents, il en avait même oublié son véritable nom, ainsi que sa vraie date de naissance et même le nom de ses parents biologiques. C'est dire à quel point cette période difficile de sa vie devait être intense. Orphelin depuis ses 10 ans, c'est tout de même carrément un pan de sa vie qui avait été effacé de sa mémoire. Ce que pensent les experts en fait serait que, juste avant la tragédie, Pierre-Ny n'aurait pas eu le choix de replonger dans son passé car il effectuait alors des démarches auprès d'un notaire afin de prouver son identité et son lieu de naissance. Cette quête identitaire aurait donc pu l'amener au bord du gouffre, mais pas seulement. Peu de temps avant, son mentor et meilleur ami venait de décéder. Ce fait aurait donc pu le troubler au point de le déstabiliser complètement psychologiquement. 2 gros événements back-à-back dans sa vie. Ces facteurs de stress comprenaient également un voyage familial coûteux prévu à Disney World et son mariage imminent avec sa conjointe de longue date, qui l'obligeait alors à examiner son passé pour prouver son statut. Donc en gros, ce serait un travail très accaparant, 2 enfants à s'occuper, une femme à épouser dont la situation l'obligeait maintenant à revisiter son passé, sans oublier le décès de son mentor, cet ami de la famille qu'il avait pris sous son aile lors de son arrivée dans la grande région de Montréal, qui serait vraisemblablement pour eux à l'origine du déclenchement de sa psychose. Pourquoi pas? D'ailleurs, à ce propos, une des psychiatres à l'avoir rencontrée proposera une théorie, soit celle du presto. Elle viendra d'ailleurs l'expliquer à la cour. Elle racontera que toute sa vie, cet homme aurait mis le couvercle sur la marmite de son passé trouble et qu'avec le temps, ce couvercle... et avec le temps, ce couvercle aurait fini par sauter, causant ainsi une perte de contact avec la réalité. Ça se tient. Installé au Canada depuis qu'il a à peine 10 ans, après une enfance tout de même traumatisante au Cambodge, il avait, selon elle, développé une forte rigidité personnelle et professionnelle autour de sa propre personne. Cette rigidité lui avait permis de maintenir un couvercle sur un chaudron sous pression pendant de longues années, mais que ses mécanismes adaptatifs auraient lâché sous forme de petites fuites d'abord dans les jours et les heures avant le drame, pour céder subitement, comme un barrage dont les fondements ont lentement été altérés et que, par ignorance, le responsable n'a pas constaté les dommages. Mais ce n'est pas que ça. Tout au long de sa vie, Ny Saint-Amand a fui des situations où le stress était important, comme la fois où il a cessé de jouer au hockey à l'adolescence parce que le niveau de compétition était devenu trop élevé, ou encore quittant un emploi d'informaticien lorsque ses responsabilités étaient devenues trop pesantes pour lui. Aussi, l'accusé ne pouvait se confier à personne, pas même à sa conjointe avec qui il s'était lié dans le but de fonder une famille, mais avec laquelle il n'entretenait pas vraiment de lien affectif, malgré ce qu'un de ses voisins avait déclaré à propos de ce couple. En vérité, et c'est très malheureux à entendre, mais cet homme au passé très difficile n'avait non plus tissé aucun lien affectif avec sa famille adoptive. Elle terminera son intervention en disant, et je la cite, « Il évite de penser, de sentir, de se représenter son passé d'enfant, de réfléchir. En fait, tout pour éviter le malaise. Il ne ventile pas,
ni ses émotions, ni son stress. Cette psychiatre dira que ce patient cherchait maintenant des réponses à propos du geste qu'il avait posé. Il cherchait entre autres à savoir ce qui s'était exactement passé pour être certain qu'un truc du genre ne puisse plus jamais se reproduire. Elle dira qu'il était extrêmement peiné et se sentait coupable. D'ailleurs, depuis le début, il aurait manifesté des remords et de la culpabilité en se sentant coupable d'avoir encore ses enfants alors que les familles devaient vivre avec les conséquences des gestes qu'il avait posés. L'accusé prendra justement la parole un peu plus tard dans le procès. Je vous en reparle bien sûr plus loin. À la fin de l'évaluation qu'elle a faite, elle a noté dans son rapport que ce dernier était un orphelin polytraumatisé, c'est-à-dire, et je la cite encore une fois, « Ce dernier a subi la mort de ses parents, la perte de ses sœurs, la perte de sa maison. Il a été placé en famille d'accueil, il a fui à pied à travers des bombes et des tirs, il a perdu son cousin qui veillait sur lui, il a été battu et blessé par celle qui devait prendre soin de lui, il a été placé dans différents camps de réfugiés, il a eu peur pour sa sécurité, pour son intégrité, il a eu faim, il a eu soif, il a dû travailler et il a aussi dû voler. Ce qui fait quand même beaucoup pour un jeune enfant. » Elle terminera en disant être incapable d'expliquer pourquoi ce drame est survenu ce jour-là précisément. Un deuxième psychiatre viendra lui aussi exposer son point de vue et commencera en disant, comme sa consoeur passée avant lui, qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi Pierre-Ny Saint-Amand a foncé dans cette garderie de Laval à bord de son autobus ce matin-là. Mais pour lui, une chose est sûre, cet homme était en psychose au moment de faire ce geste qui aura coûté la vie à 2 enfants. Il dira aussi, et je le cite, « J'étais devant un geste insensé, commis par quelqu'un qui semblait tout à fait normal quelque temps avant la collision. C'était ça le défi. » Pour ce qui est du rapport d'expertise de ce second spécialiste venu témoigner à la barre, soit celui des avocats de l'accusé, il indiquera plutôt que la mort du mentor de ce patient, donc de son confident qui est décédé 1 mois avant le drame et que Ny Saint-Amand appelait d'ailleurs affectueusement son tuteur, avait été une des causes principales du dérèglement qu'aurait subi ce patient. Mais pas que ça. Les démarches visant à officialiser civilement son mariage avec sa conjointe auraient également généré un stress significatif, l'obligeant à fouiller dans son passé en révisant certains documents témoignant de son passé traumatique et de son arrivée au Canada. Comme si ce n'était pas suffisant, il écrira aussi dans son rapport que, la veille du drame, l'accusé avait souffert d'insomnie et que le lendemain, il aura, pour la première fois en 10 ans, du retard sur un de ses trajets d'autobus. Comme on le constate, ces 2 experts en sont arrivés à la même conclusion, soit celle que le chauffeur de ce bus était bel et bien en psychose au moment de commettre l'irréparable. Selon eux, Ny Saint-Amand avait alors des idées délirantes, des hallucinations et tenait aussi un discours incohérent, en plus d'avoir un comportement complètement désorganisé. Les éléments étaient tous là pour qu'ils concluent tous les 2 à un trouble psychotique. Est-ce que Pierre-Ny Saint-Amand était conscient qu'il avait fait des morts et des blessés en fonçant sur cette garderie? Lorsque cette question sera posée à un des psychiatres, il répondra que cet homme aurait plutôt pu penser que la pièce était vide. Ce geste absurde de se dévêtir après un tel acte était pour lui un signe évident de psychose. Il ajoutera également que Ny Saint-Amand semblait particulièrement sensible au stress. Il se distançait de ses émotions et n'avait jamais fait face au traumatisme de son passé. Bien évidemment, les avocats de la Couronne et ceux de la défense vont s'entendre aussi sur une chose. Pierre-Ny Saint-Amand doit être déclaré non criminellement responsable. Cette suggestion fera d'ailleurs fortement réagir dans la salle du palais de justice, dont entre autres les parents des jeunes victimes. Certains vont carrément éclater en sanglots, alors que d'autres vont plutôt choisir de sortir de la salle, comme ce fut d'ailleurs le cas pour Mike Haddad, ce papa héros. À ce propos, il s'adressera aux médias pour leur souligner le fait qu'il était déçu de la suggestion commune de cette décision faite par les 2 parties. Si le verdict de non-responsabilité criminelle est rendu,
l'accusé continuerait d'être détenu à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel et, comme on l'a vu plusieurs fois déjà lors de mes précédents épisodes, il serait ensuite supervisé par la Commission des examens des troubles mentaux. Le juge prendra connaissance de cette suggestion et devrait rendre sa décision prochainement. Il faut se rappeler que les parties avaient conclu entre elles que ce Lavallois de maintenant 53 ans ne pouvait pas être reconnu criminellement responsable des meurtres en raison de ses troubles mentaux. La décision finale du magistrat ne tardera pas à arriver. Comme le résultat était déjà attendu, vu qu'il s'agissait de la suggestion commune de la défense et de la couronne, ce sera donc sans grande surprise que ce juge reconnaîtra Pierre-Ny Saint-Amand non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Cet accusé n'ira donc jamais en prison pour le geste qu'il a posé. Le juge avait tout de même pris le temps de souligner les gestes héroïques des gens qui ont offert leur aide lors de ce drame. Il a alors remercié plusieurs fois André Baudouin, MD Ben Chaban et Mike Haddad. Reste maintenant à voir si le statut d'accusé à haut risque sera accepté, mais rien n'est encore sûr car la défense compte fermement s'y opposer. Je vous ferai d'ailleurs une update via ma page Instagram et Facebook dès qu'une décision sera prise à ce sujet. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait. Avant que ce procès ne se termine, Pierre-Ny Saint-Amand viendra lire une déclaration devant les parents des enfants qu'il a tués et blessés. Voici donc ce qu'il avait à dire. Je suis conscient que tout ce qui vient de ma part ne peut apaiser votre colère et votre souffrance, mais je tiens à vous offrir mes sympathies. Je n'ai aucun mot pour décrire ce drame et je suis immensément désolée. Vous avez perdu des êtres chers et d'autres ont été blessés. Je donnerai tout pour revenir en arrière. Je m'excuse sincèrement. À la suite de cette lecture, le juge mentionnera que les victimes avaient tout de même la liberté et le droit d'accepter ou non cette demande de pardon qu'il venait de leur faire. Bien que certains parents aient de gros doutes à propos de la sincérité des excuses que l'accusé venait de faire, d'autres vont plutôt être ambigus face à ses dires, comme ce fut le cas pour ce père qui viendra déclarer, et je le cite, « J'aimerais dire que je déteste l'accusé pour tout le mal qu'il a fait, mais je sais que c'est une victime également. Il est victime de cette folie qui s'est emparée de lui et, dans ses moments de lucidité, s'il en a, il doit faire avec cette réalité, celle d'être le propriétaire du corps qui a tué 2 enfants et fait des dégâts sur un nombre considérable de personnes, physiquement, émotionnellement et mentalement. Pourquoi cet homme a-t-il embouti la façade de la garderie avec son autobus? Le juge répondra enfin à cette question dans les premières minutes de sa lecture du jugement, en disant que, malheureusement, bien que cette question tourmentait bien des gens dans la salle de justice, que finalement, l'incompréhension face à l'inexplicable demeurera. Bref, nous ne saurons rien de plus, malheureusement. La conclusion. Comme on peut facilement s'en douter, l'après-tragédie de cette attaque à l'autobus Bélier ne fut facile pour personne. Depuis que la petite Maëva est décédée, son papa n'est plus du tout le même. Il s'est effacé et vit maintenant en retrait de la société. De plus, son papa et sa maman ne sont jamais retournés au travail. Quelle tristesse quand même. Des parents d'enfants blessés ou présents dans la garderie de Laval ce matin-là ont expliqué comment ils ont souffert eux aussi et les répercussions sur leurs enfants. Plusieurs ont parlé d'emplois perdus, d'innombrables heures de thérapie et de la peur de perdre leurs gamins. Ce drame aura aussi de lourdes conséquences chez les enfants qui étaient présents cette journée-là dans la garderie. En effet, et même que certains d'entre eux ont carrément perdu leur joie de vivre. Ils ne peuvent plus fermer l'œil et craignent maintenant d'être le prochain. Une d'entre eux dira même se sentir petite et cassée, en plus d'avoir des idées noires et de ne plus supporter d'être seule. Un autre rapportera qu'il lui était difficile d'aller à l'école ou bien de jouer avec ses amis parce qu'il a toujours mal au ventre. En fait, il s'agit du frère de Maëva qui dira aussi régulièrement voir sa mère et son père pleurer et dormir beaucoup.
Il va même dire qu'à la maison, il y avait toujours quelqu'un qui pleurait ou bien qui n'allait pas bien. Il va dire s'être tout de même fait un nouvel ami. Il s'agit de Floche, un animal en peluche qui, lui, ne va jamais mourir. Un mémorial a depuis été érigé à la mémoire de Jacob Gauthier par sa famille. Des pierres colorées, couvertes de dessins, de poèmes et de petits mots ont été déposées sur une dizaine de mètres. Un sentier à la mémoire de l'enfant. Sur une affiche accrochée à une clôture, on peut y lire « Quand les mots ne suffisent pas, que ces petits pas de pierre te mènent aussi loin que notre amour te porte. » Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mon épisode. N'hésitez pas non plus à aller liker, parler de mon podcast, commenter ou tout simplement m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez apprécié mon travail. C'est aussi simple que ça. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Et parlant de petits messages que les gens m'envoient après avoir écouté un de mes épisodes, j'aimerais sincèrement remercier 3 personnes en particulier qui m'ont donné beaucoup de feedback depuis le début de ce podcast. Il s'agit de René, Guillaume et Nancy. Merci vraiment pour votre soutien et vos bons mots depuis le début de cette belle aventure. Comme vous êtes nombreux à m'écrire, j'en ferai dorénavant mention à chaque épisode, question de vous saluer et vous remercier à ma façon. Après tout, sans vous, ce podcast n'existerait tout simplement pas et il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je prendrais réellement la décision de ne plus jamais prendre d'autobus dorénavant. On ne sait jamais. OK, bye!